Bonsoir fidèles téléspectateurs et très heureux de vous savoir nombreux pour vous présenter votre émission Face à la rédaction. Une émission qui va s'intéresser essentiellement aujourd'hui sur la problématique de la participation de personnes vivant avec handicap dans le processus du développement en République démocratique du Congo. Pour parler de ce sujet, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Dominique Ngalamouloumé, qui est président national de l'Union nationale des aveugles du Congo. Bonsoir Maître Dominique Ngalamouloumé. Bonsoir Monsieur le journaliste. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Nous aussi. Chers téléspectateurs, je ne serai pas seul dans ces plateaux. Je suis accompagné de ma consoeur Daniela Ilunga, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir de jour. Monsieur le président national de l'UNAC, l'Union nationale des aveugles du Congo, l'humanité a célébré le 3 décembre dernier la journée internationale de personnes handicapées qui a été instituée en 1992 par les Nations Unies dans le but d'amener les États à promouvoir le droit et le bien-être de personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement, ainsi qu'accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les spectres de la vie politique. À cette occasion, le président de la République a adressé un message à toute la nation. Je vous propose de le suivre dans cet extrait et puis nous allons revenir. La République démocratique du Congo, notre pays, est consciente de ses engagements pris dans le domaine des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées qu'elle a ratifiée en 2015. Pour ce faire, nous prenons la pleine détermination d'œuvrer pour la réalisation de ces engagements. Je mettrai un accent particulier sur la situation des femmes et des enfants handicapés qui nécessitent une double attention du fait de leur marginalisation. Ils peuvent compter sur ma détermination. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'année 2019 est aussi celle où le Parlement de notre pays se mobilise pour l'adoption de la loi organique portant participation, promotion et protection des personnes vivantes avec handicap, telle que recommandée par l'article 49 de notre Constitution. À cet effet, j'encourage l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont déjà inscrit dans leur calendrier l'examen et l'adoption de ce projet de loi à faire diligence afin de doter le pays d'un outil particulier devant encadrer, entre autres, la question de la représentativité des personnes vivantes avec. Voilà, Maître Dominique Ngalamouloumé, nous venons de suivre le président de la République qui réaffirme sa détermination à œuvrer pour l'inclusion de personnes handicapées et aussi ceux qui sont vulnérables, mais aussi pour promouvoir l'égalité entre personnes. Comment avez-vous accueilli ces messages du chef de l'État? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un message fort, c'est une fierté pour nous. Nous ne cessons de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, pour cette détermination, qui est la première d'ailleurs dans notre pays, et pour la manière et la vision qu'il veut donner à la classe politique congolaise pour que la situation des personnes handicapées change dans notre pays. Et c'est cela qui est demandé par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'est une fierté pour nous. Vraiment, je manque parfois les mots pour le dire, mais c'est tout ce que nous voulons et tout ce que nous attendons. Vous manquez parfois les mots pour les dire et vous êtes aussi fier que le président de la République soit déterminé à vous accompagner, à œuvrer pour votre inclusion. Mais pour le président de la République, la création d'un ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap est un pas vers la matérialisation de sa vision. Qu'en pensez-vous? Exactement. Une vision, quelque chose de bon, mais qui doit avoir une tête et qui doit avoir un tronc et les membres, sinon on a affaire à un monstre. Ce qu'il a fait, c'est un signal fort, ça fait partie de la tête, mais il faut qu'il y ait le tronc, il faut qu'il y ait des membres. C'est-à-dire, le ministère à lui seul ne peut rien faire.
Les personnes handicapées, on les retrouve non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toutes les provinces. Et nous avons besoin des services techniques adéquats. Pourquoi pas un secrétariat général? Mais il faut avoir des ramifications en province pour que ceux qui se décident à la tête puissent avoir une impulsion vers la base. Et nous avons besoin, pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des mécanismes de mise en œuvre et de suivi qui est prévu par la Convention elle-même. Et c'est une structure indépendante qui ne dépend pas du ministère. Et à notre vision par rapport à ce que nous avons vu dans d'autres pays, ce n'est pas le ministère en charge des personnes handicapées qui doit créer cette structure. C'est une structure qui peut bien relever de la compétence du chef de l'État ou du Premier ministre, placé sous sa tutelle, mais qui réunit les ministères concernés par le handicap et les structures des personnes handicapées. Il y a eu de pareilles erreurs par le passé. Pareille structure a été créée, placée sous la tutelle du ministère de tutelle qui était à l'époque les Affaires sociales, il y a 2 ans je pense. Et nous l'avons dit, parce que nous n'avons pas trouvé ça dans d'autres pays. Nous l'avons dit que mettre cette structure sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, parce que c'est elle qui a la question du handicap dans ses attributions, c'est une grave erreur parce que les autres ministères n'obéiront pas aux affaires sociales. Et c'est ce qui s'est passé, le mécanisme a été bloqué. Donc, nous pensons que la structure doit être placée sous la tutelle de l'autorité supérieure. Et les autres ministères intéressés par la question du handicap viennent en concours. Mais le secrétariat technique peut bien revenir au ministère en charge des questions du handicap et autres vulnérables. Et puis, Monsieur le Président, Dominique Ngalamouloumé, le Président encourage l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont déjà inscrit dans leur calendrier l'adoption de la loi organique portant participation, promotion et protection de personnes vivant avec handicap, telle que recommandée par l'article 49 de la Constitution, à faire diligence afin de doter le pays d'un outil particulier en vue d'encadrer, entre autres, la question de représentativité de PVH. Est-ce que cette mesure est suffisante pour encadrer le PVH? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est formidable comme message, comme interpellation de la part de son excellence, monsieur le Président de la République. C'est formidable parce que cette loi, ce projet de loi organique date depuis 2013 que nous, les personnes handicapées ou les personnes handicapées, l'avons préparé et fait endosser par le biais de Madame Eva Zaï. C'est depuis 2013. Et vous vous imaginez, ça va faire 7 ans que ce projet de loi ne fait que tournoyer, être en train de souffrir dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Et quelles sont les raisons? C'est toujours des guéguerres de politiciens. On dit non, tel terme ne vaut pas, et pourquoi pas ceci, pourquoi est-ce que vous avez prévu cela? On ne parvient toujours pas à doter le pays de cette loi qui est une loi de mise en œuvre de l'article 49 de la Constitution. Mais l'interpellation du chef de l'État, nous le saluons et nous la soutenons. Nous pensons que l'Assemblée nationale et le Sénat vont devoir se surpasser pour voter cette loi et la soumettre à la promulgation du chef de l'État pour permettre à notre pays de mettre effectivement en œuvre la Convention. Sinon, c'est du bluff. Oui, on a ratifié depuis 2015, ce qui est une évidence. Mais depuis 2015 jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Rien et rien. Et vous demandez, vous n'avez pas de réponse concrète par rapport à cela? Je pense que jusque-là, nous n'avons pas encore de réponse concrète. Et il y a des manifestations des personnes handicapées qui auront lieu le lundi. C'est juste ce lundi ici, ce lundi 9 décembre. Et je pense que même mardi 10 décembre, pour pouvoir chercher à ce que les autorités nous disent le pourquoi cette session qui est en train d'étendre vers sa fin, cette loi, ce projet de loi n'a toujours pas été traité. Espérons bien. Daniela Ilunga.
Monsieur Ngala Mouloumé, pour cette année 2019, le thème retenu pour célébrer la journée internationale de personnes vivant avec un handicap est promouvoir la participation de personnes vivant avec handicap et leurs dirigeants, agir pour le programme du développement à l'horizon 2030. Comment abordez-vous ces sujets? Madame, le sujet est très important et au point que nous ne sommes pas parvenus à en faire un autre au niveau national. C'est un thème qui est international, que nous avons embrassé et que nous avons accepté. C'est parce qu'il répond à la situation du monde. Il est certes vrai que ce thème nous demande de pouvoir nous examiner en interpellant sur la classe politique et nous-mêmes pour voir comment nous sommes en train de gérer la question de la participation des personnes handicapées et de leurs dirigeants dans les institutions de la République. Et c'est ça la recommandation de l'article 49 en son alinéa 2e, qui dit que l'État a le devoir de faire participer les personnes handicapées dans les institutions de la République. La représentation est démise. Néanmoins, à notre niveau, nous nous disons, sur d'autres cieux, il y a des principes. En Occident, on dit, pour faire le bien à nos compatriotes handicapés, on n'a pas à attendre les recommandations des Nations Unies. Ils les font eux-mêmes parce qu'ils trouvent que c'est important et c'est utile. Mais chez nous, nous attendons des lois. Chez nous, nous attendons la Convention. Alors, parce qu'il faut attendre la Convention qui existe déjà, il faut attendre les lois. C'est pour cela que nous tenons à ce que la loi organique, le projet de loi organique portant promotion, protection des personnes handicapées, soit voté et promulgué. Et dans ce texte-là, il est prévu que les personnes handicapées doivent être représentées non seulement au gouvernement, mais même à la présidence de la République, dans, comment dirais-je, à la primature. Il faudrait qu'il y ait des conseillers en charge des personnes handicapées. Comment est-ce que les autorités sauront ce qui est décidé s'ils n'ont pas de représentation? Nous en avons vu au Sénégal. Si le chef de l'État a un conseiller qui est aveugle, eh bien, le Premier ministre a un conseiller qui est moteur. On change de catégorie. Mais c'est pour permettre, ce sont ces points focaux, ces représentants, qui sont aussi membres de la commission de mise en œuvre de la Convention. Ce qui permet à l'autorité de savoir qu'est-ce qui est décidé, à quel niveau on est dans la mise en œuvre. Et d'autres représentations des autres ministères, des points focaux des autres ministères. C'est de cette manière que nous parviendrons à traiter cette question de la mise en œuvre, de la représentation, parce que chez nous, il y a toujours des débats, parfois qui dépassent l'entendement humain, où certains députés disent ben, qu'est-ce que les handicapés doivent venir faire à l'hémicycle. C'est bien de les assister avec un peu de riz, de leur donner un peu de poisson. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Les autres n'ont pas encore compris. C'est que beaucoup ont déjà compris à travers le monde. Alors, des pareilles choses, on ne peut les résoudre, ou les pareils problèmes ne peuvent être résolus que dans un contexte où il y a une mise en œuvre, où les propositions concrètes sont faites aux autorités de notre pays. L'inclusion doit être totale, Monsieur Dominique, mais vous pensez que la RDC peut arriver à atteindre cet objectif d'ici 2030 pendant que nous disposons d'un faible financement? Merci beaucoup, Madame le journaliste. Je vous dis que notre pays est toujours extraordinaire, avec un minimum de bonne volonté. Je parle de la volonté politique. Nous sommes en mesure de faire beaucoup de choses. Et je vous dis que quand on clôturait les journées de célébration de la journée internationale, mais on nous a fait une démonstration dans laquelle, chez nous, les gens construisent des maisons. Et ce qui n'existe pas ailleurs. Ailleurs, il faut solliciter un crédit. Mais chez nous, même là où vous ne croyez pas qu'on peut faire, les gens sont capables de le faire. Donc, ce qu'il nous faut chez nous, ce n'est pas beaucoup d'argent comme on le prétend. Il y a des choses qui peuvent se faire à moindre coût. Madame, vous pouvez vous imaginer, pour qu'on crée des rampes, même en bois, ça demande combien d'argent? Pour faire quelques aménagements raisonnables,
en vue de permettre aux personnes handicapées d'accéder là où ils doivent être pour travailler. C'est combien de millions qu'il faut mettre en jeu pour faire participer nos concitoyens, modifier la loi électorale, pour que nos concitoyens aient un quota au Parlement et même dans les ministères pour avoir de l'emploi. Est-ce que ça demande des millions? Il y a des choses à faire parce que les personnes handicapées, tant qu'elles n'auront pas du travail, tant qu'elles seront là, ne fût-ce que pour mendier, pour être assistées, ce ne seront jamais des citoyens à part égale. Et une personne n'est pas valorisée lorsqu'elle n'a rien, elle ne travaille pas, elle n'a pas de subside, n'est pas capable de se suffire. Donc, résoudre de pareils problèmes ne demande pas l'engagement de plusieurs millions. C'est tout simplement le problème de volonté politique. Résoudre ces problèmes ne demande pas l'engagement de plusieurs millions, mais aussi la prise de conscience, elle est aussi un élément important dans la réalisation de cet objectif. Mais Monsieur Dominique, à quel niveau les personnes vivant avec handicap peuvent-ils contribuer à la réalisation de ces objectifs? Les personnes handicapées peuvent intervenir à plusieurs niveaux. La première des choses, c'est comme vous venez de le dire, l'article 8 de la Convention demande que les États parviennent à organiser des sensibilisations. Il faudrait que nous commencions d'abord par là. Que la population congolaise soit conscientisée, qu'elle comprenne que les personnes handicapées ne sont pas des malades. Nous sommes dans l'option de la charité. On nous appelle toujours des malades. Non, peut-être que je suis tombé malade. Moi, je suis tombé malade en 2001. De l'hypertension et j'ai perdu la vue. Mais c'est passé. Je ne fais pas de l'hypertension tous les jours. Je ne suis pas malade. Et il y en a d'autres aussi qui ont connu de pareils cas. Il faudrait qu'on enlève d'abord cette option qu'on est malade et que ce sont des personnes qu'il faut toujours assister. C'est qu'il est faux. Il faudrait que la population congolaise comprenne qu'une personne handicapée est une personne à part entière qui peut travailler n'importe où. Ce que ça demande, c'est l'assistance adéquate, ce que nous appelons, au terme de la Convention, des aménagements raisonnables. Qu'on lui assiste, qu'on lui donne ce qu'il faut pour lui permettre de répondre à ses obligations, contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, notre planète compte plus de 8 milliards d'habitants et selon l'Organisation mondiale de la santé, plus d'1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale, vivent avec une certaine incapacité. Pensez-vous que ces chiffres peuvent abaisser un jour? Madame, il n'y a pas d'impossible. Ici, chez nous, l'OMS nous dit que c'est plus ou moins 15% de la population congolaise. Donc, plus ou moins 12 ou 13 millions de Congolais qui sont des personnes handicapées. Mais nous ne sommes pas sans ignorer que chez nous, il y a eu des guerres et elles continuent, ces guerres. Et ces guerres ne produisent pas que des bons rencontres. Ces guerres produisent énormément d'handicaps. Et tous ces handicapés n'ont fait qu'augmenter le chiffre. S'arrêter, c'est tout à fait normal. Il suffit que la guerre s'arrête. Il suffit que les mesures soient prises pour éradiquer le handicap ou pour prévenir le handicap, qu'il soit visuel, qu'il soit physique ou sensoriel. Si dans la politique de notre gouvernement, il y a des mesures pour prévenir ce handicap, eh bien pour prévenir la limitation de la production continuelle des handicaps, je pense que nous ne continuerons pas à compter toujours des chiffres qui montent. Parce que ces chiffres n'ont pas existé il y a peut-être une vingtaine d'années. Ça n'a pas été ainsi. Ça n'a pas été ainsi. Puisqu'on parle de la RDC, la situation de personnes vivant avec handicap est depuis longtemps marquée par la discrimination, la sous-estimation, la précarité et l'absence même de politique et stratégie nationale pour leur participation, leur promotion et protection. Malgré les efforts consentis par le gouvernement congolais et les organismes nationaux et internationaux pour y mettre fin, cette situation persiste toujours, la situation de discrimination. Peut-on avoir peur de cela? Merci beaucoup, monsieur. Je risque de vous choquer pour vous dire que dans notre pays, eh bien,
il n'y a pas eu des efforts en faveur des personnes handicapées. C'est maintenant que les autorités qui nous dirigent, en commençant par le président de la République, commencent à se sentir obligés de pouvoir s'occuper des personnes handicapées. Je dois vous dire, dans notre pays, depuis des décennies, il n'y a jamais eu de loi en faveur des personnes handicapées. Dans notre pays, il n'y a jamais eu un programme de l'État congolais en faveur des personnes handicapées. Comme on le voit avec le programme national de lutte contre le sida. Oui, il n'y a jamais eu. Les quelques efforts qui ont existé à l'époque par la fondation Maman Mobutu. Mais c'était une fondation privée de l'épouse du feu maréchal Mobutu. Et après le changement de régime, tout a été mis en moule et le tout s'est arrêté là. Et les personnes handicapées n'ont eu que pour subside que la rue. Et c'est cela qui est à la base de la grande marginalisation et clochardisation. Parce que ce sont des gens sans travail, des gens incapables de se procurer ne fût-ce qu'un morceau de pain, incapables de se vêtir. Et bien dans ces contextes-là, lorsque vous avez des familles qui n'arrivent pas, on va vous les trouver où? Sur la rue. Et quand on est sur la rue, on est quoi? Un clochard. Un clochard à quelle valeur? Rien du tout. N'importe où à travers le monde, un clochard n'a pas de valeur. Monsieur Dominique, en tant que juriste de formation, vous pensez que les personnes vivant avec handicap vivent pratiquement leur vie en pleine dignité et aussi en plein droit en République démocratique du Congo? Absolument pas, madame. Ça serait un rêve. Mais au moins, nous avons foi qu'avec la volonté et la détermination du chef de l'État, les choses peuvent changer pour l'avenir. Mais pour le moment, les personnes handicapées de la RDC n'ont aucune valeur. Elles n'avaient jamais été prises en compte. Et à moins qu'est-ce qu'on nous dise que c'était les mannes qui sont tombées du ciel. Parce que là où les gens, là où il y a un gouvernement, il y a une planification. Et rien n'a été prévu. Moi, je vais vous dire, je sais que la plupart des gens parlent qu'il y a des handicapés qui travaillent, les aveugles, on retrouve à l'Institut national pour aveugles, l'INAV, ils sont au Sénarac et payés par le ministère des Affaires sociales. Oui, on les a placés au budget annexe. Madame, lorsqu'un chef de bureau, agent fonctionnaire de l'État, il touche l'équivalent de 200 ou de 300 $. Mais à l'INA, les handicapés, d'une manière générale, ou les aveugles en particulier, ceux qui travaillent, un chef de bureau, lui, il a combien? Si c'est plus, c'est 100 000 francs congolais. On est tous chefs de bureau, mais l'autre touche plus de 200 $. Si vous convertissez, ça va faire plus de 300 000 francs congolais. Mais celui qui est au budget annexe parce qu'il est handicapé, on le paye 100 000. Il y en a même qui touchent 80 000, 60 000. Dites-moi, quand il a 60 000, alors que ce sont les mêmes marchés, ce sont les mêmes réalités de la vie, il fera quoi pendant un mois? S'il est aussi un père de famille. Voilà pourquoi on dit non, mais malgré qu'on les paye aux affaires sociales, ils sont sur la rue. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien, c'est vraiment insignifiant. Vous avez déjà revendiqué cela? Nous l'avons déjà fait en son temps. Les promesses étaient que voilà, on va revoir, vous voyez le budget annexe, ça a été prévu pour appuyer ceci, cela. Bon, on ne savait pas que c'était comme ça, on va faire, mais on va faire, rien n'a été fait. Nous osons croire qu'avec les nouvelles autorités, cette situation sera corrigée. Mon désir et ma volonté, c'est de voir carrément les personnes handicapées être écartées du budget annexe. Parce que c'est tout simplement une insulte, une humiliation. Ce n'est pas un budget. Alors comment répondez-vous aux discriminations qui sont posées par d'autres personnes, mais à votre égard? D'autres personnes à notre égard, il y a d'abord le fait que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'une personne handicapée. On vous voit, bon, vous êtes une personne, mais on ne sait pas, on dit, mais il est capable de quoi? Voilà pourquoi cette discrimination arrive. Parce que ces gens-là ne connaissent rien des personnes handicapées. Ces gens-là n'ont jamais été sensibilisés. Ces gens-là ne savent pas que moi, je puisse dire, voilà, on a lancé une offre
on a besoin d'un directeur, on a besoin d'un directeur général dans une chaîne, je peux aller assumer ses fonctions. On va dire, mais lui, un aveugle, il veut devenir DG. Et il fera comment? Ils ne savent pas que je suis capable. Parce qu'ils n'ont jamais été sensibilisés. Voilà, une fois de plus, le devoir qui revient à l'État. Il faudrait que les concitoyens savent, comprennent qu'on est capable de faire tout ce qu'ils font. Mais on ne veut pas qu'on nous offre des fonctions parce qu'on est handicapé. Non, si je n'ai pas étudié, eh bien, si vous voulez que je sois dans un bureau, je sois tel parce qu'on veut faire des handicapés, des citoyens modèles, eh bien, ça serait de naufrage. Mais on veut qu'on nous donne des fonctions en fonction de notre capacité, de nos compétences. Et nous sommes capables de faire ce que les autres font dans d'autres pays. Et nous le ferons. C'est pour cela nos compatriotes, partout où ils se trouvent, ils ne savent pas ce que nous sommes. Ils nous prennent comme des sous-hommes, ainsi de suite. Ah, ils vous prennent comme de sous-hommes, mais pour certains observateurs, la situation de personnes vivant avec handicap en RDC n'a pas toujours changé, n'a pas connu d'amélioration sensible, puisque on les retrouve toujours dans les rues, on les retrouve, beaucoup ne vont pas à l'école et ne sont pas aussi pris en charge. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une réalité. Je le dis, je le répète, que les personnes handicapées de notre pays n'ont jamais été prises en charge. Il y a un réveil politique à la suite de la volonté de la vision du chef de l'État. Nous pensons que ça pourra avoir de l'impact pour l'avenir. Mais pour le moment, la situation est identique. Il est certes vrai que le fait de n'avoir compté que sur les écoles spécialisées, Oui. ça a beaucoup dérangé. Parce que chez nous, les enfants handicapés sont restés dans les ghettos. Qui les connaît? Qui sait en quoi ils sont capables? Les enfants de leur âge ne sont jamais affrontés à eux. Ils ne savent pas qu'ils sont capables de ceci ou cela. Ils n'ont jamais joué ensemble. Ils ne se sont jamais familiarisés. Croyez-moi, dans 10, 20 ans, quand on se retrouve maintenant, tout le monde a déjà fini ses études, eh bien, on n'est rien. Ce sont deux réalités différentes. Et même la situation que nous traversons pour les handicapés adultes, aveugles, moteurs, ainsi de suite, sourds, ainsi de suite, le fait d'être toujours sur la rue comme vous les voyez, c'est toujours ce manque de planification dans notre pays. La plupart de ces handicapés que vous voyez sur le boulevard, par-ci, par-là, en train de mendier, c'était les gens qui faisaient le Bichingobila. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes avec Congo-Brazza, on a arrêté ce trafic. Mais notre pays n'a pas pu la relève, n'a pas pu faire quelque chose en retour. Parce qu'il fallait maintenant penser à ces milliers de compatriotes qui vivaient de ce commerce. Rien n'a été fait. Et lorsqu'ils sont restés avec les miettes qu'ils avaient, qu'ils en ont utilisé pendant un temps, quand c'est terminé, où est-ce qu'ils devaient s'adresser? Le ministère des Affaires sociales n'avait jamais de moyens pour subvenir à leurs besoins. Ils sont allés plus d'une fois, je reconnais aussi, j'ai vu des handicapés plus d'une fois aller chez le gouverneur à l'époque. Mais la réponse est toujours négative, il n'y a pas de moyens. Dans ce contexte-là, où est-ce qu'ils devaient se focaliser, si ce n'est que sur la rue? Comment contourner ces problèmes? Comment éviter que les personnes vivant avec handicap se retrouvent dans les rues, doivent aussi être prises en charge? Comment contourner? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Y a-t-il pas une politique de réinsertion de ces personnes? Bien entendu, c'est ça la planification. Parce que je comprends, il y a des gens qui disent il faut qu'on leur donne l'argent. Mais si vous donnez l'argent, ils vont bouffer. Si ces gens ne sont pas informés, ne sont pas formés pour ceux qui peuvent avoir de crédit, comment les gérer? Eh bien, dans quelques mois, dans une année, ils seront encore sur la rue. Ça demande une planification. Il faudrait que notre gouvernement, le problème a été déjà posé à Madame la ministre en charge des personnes handicapées, il faudrait, et nous sommes d'avis dans nos échanges, qu'il faut planifier. La Convention prévoit une réalisation progressive. On ne veut pas qu'on fasse le tout à la fois. Mais l'État est appelé à réaliser ce qui est urgent.
L'urgence, c'est quoi? Les personnes handicapées doivent circuler librement. Les personnes handicapées doivent avoir accès à des immeubles, doivent avoir accès à des institutions publiques. Or, pendant plusieurs décennies, chez nous, ce sont des escaliers. Les immeubles sont en étage. Lorsqu'on ne peut pas prévoir des rampes, eh bien, c'est une sorte de discrimination. Mais, nous avons vu, moi j'ai vu à Kigali au Rwanda, j'ai pu monter certains immeubles où les rampes sont faites en tôle. Il y a des tôles dures. Donc c'est pour diminuer le coût. C'est vrai, ça risque de demander énormément d'argent. Mais il y a toujours des palliatifs. Il y a des rampes qui sont construites en bois. On peut le faire. C'est à moindre coût pour permettre à nos compatriotes personnes handicapées de pouvoir bénéficier de l'accessibilité. Avec les passerelles, aujourd'hui, il y a des rampes en RDC. Bon, oui, là où il y a des rampes, nous félicitons. Mais beaucoup d'immeubles n'en ont pas. Et lorsque le moyen est moindre, on souhaite que nous puissions nous contenter de ce que nous avons. On dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Parce que la RDC n'est pas seulement confrontée au problème des handicapés. Et je le dis, nous sommes dans un chantier à ciel ouvert. Il faut tout faire. Mais alors, on peut, avec la politique de ces moyens, essayer dans la mesure du possible. Et ce qui fait mal, c'est qu'on continue à construire sans tenir compte de la nouvelle donne. Là, c'est vraiment un refus. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore des assets qui construisent des immeubles, mais sans tenir compte des personnes handicapées, sans pouvoir prévoir des rampes. Qu'on construise des tronçons de route sans prévoir des trottoirs pour personnes handicapées. C'est comme si on s'en fout, on dit, bon, peut-être quand le président de la République mettra assez de moyens, nous y reviendrons. Non, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous citoyens congolais. Et ce que nous faisons aujourd'hui, qu'on tienne compte de la nouvelle donne, ce qui a été fait hier, eh bien, qu'on cherche comment y adapter. Et c'est de cette manière qu'on change les nations. Effectivement, c'est de cette manière que nous allons devoir changer la nation. Monsieur Dominique, est-ce que l'UNAC travaille d'une manière isolée ou l'UNAC a plusieurs organisations, structures qui travaillent en collaboration avec eux? Madame, l'UNAC comme structure isolée, c'est qu'on n'existerait pas. Nous sommes représentants d'une catégorie de personnes handicapées. Dans notre sein, nous avons aussi plusieurs associations de personnes handicapées visuelles. Mais nous travaillons en synergie avec nos frères et sœurs handicapés moteurs et handicapés sourds et même des albinos. Donc, c'est dans une chaîne que nous sommes en train de revendiquer tous ensemble les droits des personnes handicapées ou leur applicabilité. Donc, nous ne sommes pas une structure isolée qui résonne ou qui vit de sa manière, non. Nous sommes dans d'autres structures. Mais est-ce que l'UNAC aussi vient aussi en aide aux personnes vivant avec handicap, puisque vous venez de souligner tout à l'heure, il y a la plupart de parents de personnes vivant avec handicap sont des minables. Bon, on peut peut-être penser que tous ne sont pas minables, il y a aussi de démunis. Mais est-ce que l'UNAC vient aussi en aide à d'autres personnes vivant avec handicap? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous le faisons dans la mesure de nos possibilités. Lorsque nous possédons quelque chose, c'est une impérieuse nécessité pour nous et une obligation de pouvoir aller aussi vers les plus démunis parce que nous sommes des personnes handicapées, nous n'avons pas tous les mêmes potentialités. Nous n'avons pas fait les mêmes études et nous n'avons pas les mêmes moyens. Nous le faisons, peut-être nous en parlons, peut-être si votre caméra a été informée le mois de décembre passé, avec le minimum que nous avions, nous l'avons fait. Nous voulons que cette fin d'année ne soit pas aussi indifférente et que nous soyons en mesure de pouvoir soutenir encore certains d'entre nous qui n'ont peut-être pas assez de moyens pour fêter aussi la Saint-Sylvestre et même la nouvelle année.
Et comment faites-vous? Vous cotisez ou bien vous recevez de l'aide? Oui, nous recevons de l'aide. Notre cotisation est très très faible. Parce qu'on demande aux personnes handicapées visuelles membres de l'UNAC de verser ne fût-ce que 1000 francs congolais. Et c'est ce qui est même difficile à avoir. Par mois, par jour? Oui, par mois. Mais c'est ce qui est pratiquement difficile. Vous êtes à combien dans votre réunion? L'UNAC, les membres, c'est... Parce que nous avons plusieurs catégories de membres. Si nous parlons des membres ordinaires, ça va faire plus de 7000 personnes. Mais les membres effectifs, nous sommes à 350. 350 et représentés dans des communes. À travers toute la RDC? Là, oui, à travers la RDC. Et pas dans toutes les provinces. Les provinces où on a pu restructurer après le changement de régime. Parce qu'il y a d'autres provinces qui sont encore inaccessibles à nous jusqu'aujourd'hui. Comment faites-vous pour insérer ceux qui ne sont pas encore les malvoyants, les personnes aveugles, qui ne sont pas encore intégrés dans votre structure? Chacun qui sent le besoin, qui désire devenir membre de l'UNAC, se présente au bureau de l'UNAC. Il peut s'enregistrer. Dans sa volonté, s'il veut demeurer membre ordinaire, nous avons seulement ses coordonnées. Et nous cherchons à le sensibiliser pour éviter un peu tout ce qui est ridicule. Mais ceux qui désirent être membres effectifs, ils se payent à chacun une carte qui revient à 3000 francs congolais. Et vous ne pensez pas que ça pèse encore sur ces personnes? Oui, mais vous savez, 3000 francs congolais, c'est même moins de 2 $. Mais sinon, les bureaux, le service ne fonctionnerait même pas. On ne serait même pas capable de se payer ne fût-ce qu'un peu de papier pour pouvoir écrire à une autorité et faire une revendication en leur faveur. Donc, il faudrait quand même un minimum d'efforts pour que nous arrivions à tenir le coup. Parce que je vous ai dit que le budget a été coupé et nous sollicitons de pouvoir nous le restituer. Et ce qui n'est pas encore fait. Donc, c'est avec de petits moyens de bord que nous essayons de fonctionner. Avec leur soutien, bien entendu. Aujourd'hui, le pays est doté d'un ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap. Est-ce que l'UNAC est associé au travail de protection et de participation de personnes vivant avec handicap, ou bien le ministère fait seul le travail? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question, très très pertinente. J'ai dit qu'il y a encore à boire et à manger dans ce ministère. Nous attendons. Nous ne sommes pas encore fixés. Il est certes vrai que dans tout ce qui s'est fait d'une manière informelle, parce qu'il n'y a pas encore un cabinet effectif, on nous associe. Nous nous échangeons avec les nouvelles autorités. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous pensons, et nous en avons parlé d'emblée, qu'il fallait que le cabinet soit représentatif des différentes catégories, ce qui n'est pas encore fait jusqu'aujourd'hui. Nous osons croire que lorsque le cabinet sera mis en place, et cette représentation sera effective. Et c'est dans ce contexte-là, il est difficile que nous puissions vous dire que nous sommes ensemble ou on n'est pas ensemble. Parce que nous ne savons pas. Et ce sont d'autres personnes qui nous représentent. Si vous allez aujourd'hui dans ce cabinet, c'est à 90% de personnes valides. Et vous trouvez peut-être deux personnes handicapées ou 3, c'est tout. Et d'une seule catégorie d'ailleurs. Comment expliquez-vous ça? Madame, nous savons que jusque-là, ce sont encore des volontaires qui aident Madame la ministre. Et du fait que l'État ne parvient pas encore à payer, il n'y a pas encore, je ne sais pas, il n'y a pas encore la mise en place du cabinet. Et ce sont des gens qui ont commencé à l'aider dès qu'elle a été nommée. Mais nous osons croire que dans les jours à venir, un véritable cabinet sera mis en place. Et peut-on avoir confiance avec cette équipe qui travaille au ministère? Attendons voir. Attendons voir. Et si nous ne restons qu'avec une équipe de valides, non, c'est contraste. Parce que vous comprendrez avec nous que les autres ministères, c'est composé de beaucoup de valides. Et ici, on dit ministère des personnes handicapées. Mais si on ne peut retrouver que des valides, c'est que
ces contrastes, là, on continue à nous représenter. Et il faut combien, 50-50 ou bien... Bon, 50-50, c'est trop dire. Mais pourquoi pas, on ne peut pas avoir même 60, 70, 30. Là aussi, vous êtes en train de discriminer les autres. C'est pas discriminer, madame. Parce que vous parlez de la discrimination. Déjà là, en fait, vous n'avez pas besoin de ceux qui sont en bonne et due forme. Vous avez besoin d'être à 100%, à 60%, c'est déjà des trop. Non, le problème, c'est que les personnes dites valides dans notre ministère, c'est pour nous appuyer, pour nous assister, pour nous accompagner. Ils ne doivent pas être des acteurs. Parce qu'on ne peut pas être acteur. Nous avons 66 ministères. Vous êtes acteur dans 65 ministères. Même le seul ministère, là, vous continuez à être acteur. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc, nous pensons qu'ils doivent nous assister et nous voulons qu'ils nous assistent. Nous en avons besoin. Mais nous pensons que Madame la ministre tient compte et elle en tiendra compte. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de nous séparer, quel est votre message de la fin? Un message que vous lancez aux autorités du pays et à toute la population congolaise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous félicitons son Excellence, monsieur le Président de la République, pour la vision, pour l'implication, mais nous souhaitons qu'il continue à faire davantage. Nous avons vu sous d'autres cieux, les gens vivent sous le principe selon lequel, pour faire du bien à nos compatriotes personnes handicapées, on n'a pas à attendre des Nations Unies. On n'a pas à attendre qu'il y ait ceci ou cela. C'est la conviction, c'est la volonté, c'est la détermination. Nous voulons le voir, comment dirais-je, créer dans un avenir proche le mécanisme de mise en œuvre de la Convention des personnes handicapées. C'est une structure très importante qui doit être mise en place pour pouvoir réaliser la Convention. Et ça doit être une impulsion forte du chef de l'État. Nous voulons aussi le voir à l'œuvre en ce qui concerne les services techniques qui doivent servir de ramification jusqu'à la base. Parce que le ministère seul ne suffit pas. Et il ne suffira pas. Au Parlement de notre pays, nous demandons un minimum de bonne volonté et de volonté politique. Le mal que nous avons, c'est de penser que nous votons la loi pour les personnes handicapées. Non, ailleurs, ce n'est pas ça la vision. Quand on vote des lois, c'est pour soulager les personnes handicapées actuelles, tout en sachant que demain, on peut aussi devenir handicapé. Quand on a 70 ans, 80 ans, on ne sait pas ce qu'on devient. La plupart de nos hommes politiques dans ce pays ont fini leur vie, soit sur un fauteuil roulant, soit ce sont des aveugles qui se sont enfermés dans des maisons, pour rencontrer rarement des personnes tirées au sort. Dans ce contexte-là, on meurt si vite parce qu'on trouve après un temps que la vie n'est plus utile. Mais si on met en place des lois, des institutions, vous êtes parlementaire, demain, dans un accident, vous perdez la jambe, soit à la suite du diabète ou quoi que ce soit, eh bien, vous pouvez encore vous ressentir un homme, dire, oui, l'handicap, ce n'est pas une fatalité, on fait avec. Et vous pouvez revenir à vos activités, continuer comme si rien n'était. Si nous œuvrons dans cette vision-là, que les lois que nous créons aujourd'hui, les institutions que nous mettons en place aujourd'hui vont nous prendre en charge dans notre vieillesse, on n'a pas à tergiverser. Et au peuple congolais, nous disons que les personnes handicapées sont nos frères et sœurs. Les personnes handicapées ne sont pas des sous-hommes, mais seulement qu'ils ont manqué des possibilités. Si nous pouvons faire un effort avec un minimum d'amour, de soutien, permettre à ce que l'État congolais reconnaisse et applique leurs droits, demain ce sont des compatriotes avec qui nous devons construire la nation congolaise. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Dominique Ngalamou-Loumé. Le peuple congolais doit considérer les personnes vivant avec handicap et c'est avec cet amour que le pays va se développer et le Parlement congolais
doit vraiment mettre un minimum d'efforts pour que la loi portant protection, participation et promotion de personnes vivant avec handicap soit adoptée. Et puis le président de la République doit continuer à œuvrer pour qu'il y ait une société inclusive. Voilà, là ce sont les derniers mots de Maître Dominique Ngala Mouloumé, qui est président national de l'Union nationale des aveugles du Congo, dont nous avons eu l'honneur de recevoir dans notre émission Face à la rédaction. Merci Maître Dominique Ngala Mouloumé d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur, c'est moi qui vous remercie. Et nous espérons vous revoir très prochainement. Merci. Je n'étais pas seul, j'étais avec ma consoeur Danenaï Lunga qui nous a accompagnés. Merci aussi de sa participation. Merci Jojo, merci Monsieur Dominique. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Nous espérons vous revoir très prochainement. Et restez branchés sur les programmes d'Amen Télévision, la télé autrement. Bonsoir à